J'ai commencé par un blog qui est devenu un média par la suite, étant de la génération, une des dernières générations à avoir connu le monde avant Internet, voilà, sans dire mon âge. Et donc du coup, on était en plein dans ce boom-là, la création de contenu sur Internet au début. Donc au fur et à mesure que les plateformes évoluaient, voilà, j'ai aussi évolué en termes de création et en termes de demande et en termes de ce que j'observais. Donc ça a vraiment été une passion. Et puis, comme avec beaucoup de choses, ça se structure, plus on grandit, plus on accumule d'expérience aussi. Et je pense, plus on apprend aussi à se connaître et à savoir quels sont ses points forts et ses points faibles. Et je pense aussi l'avantage d'avoir commencé tôt, c'est que justement, ça m'a permis de vraiment toucher à tout, parce que je suis extrêmement curieuse. Donc, je ne savais pas encore exactement vers, j'allais dire, quelle branche me diriger. Et je me suis dit, tant qu'on est jeune, autant essayer, et même quitte à se rater par moment, mais au moins je sais. Et aujourd'hui, ça m'a beaucoup servi, parce que maintenant, on va dire, je sais dans quelle direction je vais. Vous savez où aller. Déjà depuis Paris, je manifestais un intérêt très clair pour le continent africain, notamment les secteurs marketing, communication, divertissement et médias, surtout parce que j'ai commencé par les médias, et qu'à un moment donné, ça me semblait un peu étrange de travailler sur des problématiques africaines depuis Paris. J'avais besoin d'être sur le terrain, je le pensais et je le pense encore, que j'avais peut-être plus de pertinence et d'impact en étant sur place. Donc c'est comme ça que la décision a été prise de partir de Paris. Comment ça s'est passé, votre intégration en Afrique? Franchement, très bien. Je pense que Abidjan est une ville quand même assez ouverte sur l'international, donc je n'ai pas vraiment senti de gap. D'abord, il y avait bien sûr le plaisir d'être de retour sur le continent, même si la Côte d'Ivoire était un pays à l'époque que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai découvert Abidjan en venant m'y installer. Donc c'est vrai que ça aurait pu se passer de manière un peu compliquée, mais non, franchement, l'intégration s'est plutôt très bien passée. Quand j'ai commencé à réfléchir à partir de France, c'est parce que du fait de l'expérience de Fascist Black, puisque j'étais en charge du contenu, donc j'étais, j'allais dire, virtuellement en tout cas, au contact de ce qui se passait sur le continent en termes de lifestyle, de culture, de mode, de beauté, etc. Et je sentais qu'il y a ce truc-là qui est en train de monter. Et je crois que j'ai eu une frustration progressive de me dire, mais j'ai pas envie de faire ça à distance, je n'ai plus envie d'en parler à distance, j'ai envie d'être sur le terrain. Et donc j'ai commencé à regarder en me disant, ok, quelles sont les villes où j'aurais le plus de chance, le plus de capacité de travailler avec des marques qui sont pertinentes dans le divertissement, dans la mode, dans le lifestyle, etc. Et bon, sur l'Afrique subsaharienne, très clairement, il n'y a pas 15 000 villes. Donc du coup, j'ai fait mon top 5 des villes en me disant, ok, en gros, professionnellement, c'est pertinent d'être dans là. Et Dieu seul sait que j'aime beaucoup ma ville de naissance, Douala, mais clairement, elle n'était pas dans mon top 5. De manière très pragmatique, c'est dépassionné, pas de chauvinisme, etc. J'ai regardé les choses de manière très carrée. Et clairement, Douala n'en faisait pas partie. Et donc, du coup, au top 5, je suis passée au top 3. Et donc, le top 3, je me suis retrouvée avec Lagos, Accra et Abidjan. J'ai éliminé l'Afrique du Sud parce que là, pour plus des raisons d'attrait, je ne me voyais pas vivre en Afrique du Sud. J'aime beaucoup pour les vacances, mais je ne me vois pas forcément y vivre. Et donc, du coup, il me restait l'Afrique de l'Ouest. Et donc, ces trois capitales-là, donc Lagos, Accra et Abidjan. Et donc, j'ai commencé par Lagos et j'étais en attente d'un entretien d'embauche pour une grosse agence de publicité. Et en fait, j'ai eu une opportunité pour Abidjan qui s'est présentée. Et je crois quand j'ai eu l'opportunité de discuter avec les personnes en question et je suis venue, il s'est écoulé à peu près, 4-5 semaines. Donc, je suis vraiment venue quasiment avec mon sac à dos. Ouais. Voilà. Et je me suis posée. Et tu as oublié les gosses. Et j'ai oublié les gosses. En fait, ce que je me suis dit, c'est bon, écoute, le plus dur, c'est d'arriver dans la zone. Lagos, c'est à 1h30, 2h max de vol, on verra, etc. Bon, avec le recul, je suis toujours à Abidjan 7 ans plus tard, je suis allée à Lagos, je me suis dit, finalement, j'ai bien fait d'aller à Abidjan parce que Lagos, c'est pas une ville facile. Beaucoup de business, mais pour y vivre, je pense que j'aime bien la qualité de vie d'Abidjan quand même. C'est absolument respirable. Ne demandez pas la permission d'exister, d'être vous-même, d'avoir des rêves, de les poursuivre. De déplaire, n'ayez pas peur de déplaire aussi, parce que vraiment, si on devait tout plaire en permanence, on ne bougerait pas. N'ayez pas peur d'être vous-même. Ça a l'air très bateau comme phrase, mais je vous assure que notamment quand on est une femme et qu'on a 150 000 pressions à gérer en même temps, c'est un vrai challenge à un moment donné d'exister par soi-même, de faire ce qu'on a envie soi de faire. Donc, ne demandez pas la permission. Mais s'il y a des dénominateurs communs, je dirais de vraiment réfléchir exactement à ce qu'on va apporter, à la valeur ajoutée, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a un peu une petite hype de l'entrepreneuriat maintenant. Voilà, tout le monde, moi c'est ma conviction, tout le monde n'est pas fait pour ça. Donc
Je dirais aussi, si vous avez envie d'entreprendre, mais au fond de vous, vous savez que c'est pas pour vous, ne vous forcez surtout pas. C'est pas fait pour tout le monde et vous n'êtes pas non plus en situation d'échec si vous n'entreprenez pas. Et comme on pose pareil souvent la question du est-ce que je dois rentrer en Afrique ou pas, c'est la même chose pour l'entrepreneuriat. Demandez-vous si vous pourriez être heureux si vous n'entreprenez pas. Si la réponse pour vous est clairement non, là voilà, c'est que vous êtes fait pour ça et que maintenant il faut vous mettre dans cet état d'esprit, prendre des dispositions, mesurer les risques, ça c'est très très important, surtout si vous n'êtes pas seul dans l'aventure. Quand je dis seul, c'est si vous avez une famille, il y a des réalités à gérer, les enfants n'ont pas à souffrir de vos choix professionnels comme ça, donc il y a aussi pas mal de choses à prendre en compte. Mais si vous êtes un peu dans ma situation, c'est-à-dire en gros vous avez juste votre sac à dos, vous pouvez faire ce que vous voulez, aller où vous voulez, je vous dirais le monde est à vous, réfléchissez et essayez aussi d'évaluer si vous ne pouvez pas aller ailleurs, parce que des fois on a tendance à réfléchir sur l'environnement dans lequel on est de manière immédiate, mais je vous recommande aussi quand on peut bien sûr de sortir de son environnement. C'est fou comme ça ouvre les yeux et sur le monde et sur soi-même. Voilà, donc après j'ai pas vraiment de grande recommandation parce que c'est une expérience, voilà, tout le monde la vit de manière complètement différente. Moi j'ai commencé il y a quasiment 10 ans, la personne que j'étais au début n'est absolument pas la même personne que maintenant, encore heureux d'ailleurs, parce que ça voudrait dire que je n'aurais pas progressé. Donc c'est une aventure humaine et quand même assez personnelle, donc évaluez bien, mesurez les risques. Si vous pouvez sortir de votre environnement, ça ne peut que vous enrichir. Encore une fois, ne vous sentez pas non plus comme un ou une loser si finalement vous n'avez pas envie d'essayer ou si vous avez essayé une fois, vous avez raté, c'est pas très grave, ça arrive. Une des questions les plus récurrentes sur cette première saison, ça a vraiment été bizarrement la question de ma sécurité. Et je la trouve très intéressante cette question parce que finalement je n'ai pas été inquiétée, menacée ou quoi que ce soit, mais la peur venait des gens qui regardaient l'émission. Et ça en dit très long sur le degré d'acceptation des Africains en matière de violation de nos droits d'expression, de notre liberté de ton, etc. C'est-à-dire que finalement, nous sommes devenus nous-mêmes les premiers agents de la censure. Et c'est terrible. Et pour moi, ça renforce encore plus l'importance d'une émission comme le débrief. C'est vraiment, il faut qu'on se réapproprie en fait notre liberté de nous exprimer, de pouvoir parler sans avoir à raser les murs, de pouvoir parler sans craindre pour sa sécurité. Et je le dis d'autant plus que je surveille, bien sûr, ce qui se passe en termes de liberté de la presse. Je regarde le classement chaque année. Je regarde notamment, bien sûr, l'évolution des pays africains dans le classement. C'est pas toujours très rassurant. Il y a généralement plus de dégringolades dans le classement que de gens qui ont augmenté, en tout cas, leur positionnement dans cette liste. Bien évidemment, je regarde l'actualité et l'arrestation de journalistes, que ce soit Hopewell Chinono au Zimbabwe ou encore d'autres personnes au Niger, Samuel Ouazizi au Cameroun, etc. Donc malheureusement, la liste est extrêmement longue. Donc je suis consciente des risques, bien sûr, qu'il y a à parler de politique et de ne pas forcément aller dans le sens du vent. Mais à la fin, j'ai une intime conviction, c'est qu'on ne peut pas avancer vers des pays démocratiques si on est muselé. Ça n'a aucun sens. Bien évidemment, ceux qui ont peur de s'exprimer, je le comprends. Ils ont peur parce que ils ont des raisons légitimes d'avoir peur. On a vu ce que les régimes, certains régimes africains en tout cas, sont capables de faire quand ils considèrent que quelqu'un dépasse certaines bornes. Mais quand même, je pense que en me concernant en tout cas, c'est une prise de risque qui se tient. Et je pense que je n'aurais pas été tranquille avec ma conscience si j'avais volontairement omis certains sujets par peur. Surtout quand ces sujets touchent, encore une fois, à quelque chose qui est fondamental pour moi, qui est la liberté individuelle, qui est un droit. Avant, dès qu'il terminait un livre, Martin le rangeait dans sa bibliothèque. Aujourd'hui, dès qu'il termine un livre, Martin va directement sur Lecture Room pour partager les grandes idées de son livre avec ses amis. Lecture Room, le plaisir de lire entre amis. Le travail. J'ai pas de recette magique. C'est le travail, c'est être dédié. Et je pense aussi avoir une forme de rigueur et de discipline. Surtout sur la longue durée, parce que aujourd'hui,
effectivement, j'anime sur Canal, mais les projets audiovisuels, ça fait 7-8 ans que j'en ai, donc ça a quand même mis son temps. Mais pendant 7-8 ans, je ne suis pas restée les bras croisés, j'ai quand même fait d'autres choses. Donc je pense qu'il faut avoir une forme de rigueur et de discipline et de patience, surtout dans ce domaine, parce que les choses ne viennent pas instinctivement, contrairement à ce qu'on peut voir parfois sur le digital, où tiens, quelqu'un a posté une vidéo aujourd'hui, demain, la personne est partout, mais ça c'est 0,01% des cas qui sont très très médiatisés, c'est tant mieux, mais ça cache, c'est quand même l'arbre qui cache toute la forêt, quoi. Hein, le reste du temps, quand même, c'est beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Mais ce qu'on obtient au bout, quand on est patient, c'est que les gens ne peuvent plus, à un moment donné, vous retirer ce que vous avez déjà fait. C'est-à-dire que quand vous avez passé 10 ans dans un domaine, 10 ans, ce n'est pas 10 jours. Et l'expertise, elle se voit, elle s'entend, elle se sent. C'est pas, ça ne se fabrique pas. Alors, on peut essayer de blaguer les gens, mais à un moment donné, si on est un expert vraiment dans ce domaine, sur la durée, ça se voit. On ne peut pas tromper les gens trop longtemps non plus. Donc, du coup, je pense que ça doit jouer. Donc, je dirais la rigueur, la passion, la discipline, le travail. Et je ne sais pas, après tout le monde a un degré de chance, donc moi je dois avoir un petit soupçon de chance quelque part. Il faut aussi savoir, à un moment donné, mettre en avant son travail. C'est un truc qui n'est pas toujours évident, parce qu'il y a ce fameux syndrome de l'imposteur où on se dit, bon, pourquoi moi je vais me mettre en avant, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux, etc. Moi j'ai eu ça pendant très 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 longtemps. Non, il y a une question d'humilité en fait, mais savoir où est-ce qu'on met la limite entre je suis humble et je montre mes capacités. Typiquement, je pense que le débrief, ça a été ça pour moi, où j'ai vraiment dû me forcer mentalement à me dire « Ok, tu vas la faire cette émission, tu vas t'asseoir et tu vas montrer ce que tu sais faire. » Bon, derrière, du coup, ça a payé. Effectivement, du coup, j'ai fait la bascule en télévision en moins d'1 an. Donc, j'aurais su ça, j'aurais fait ça bien plus tôt. Mais il m'a fallu du temps, effectivement, pour, j'allais dire, trouver le courage. C'est pas que je ne savais pas que je savais faire, mais il faut accepter de se dire, je vais me mettre devant, je vais dire ce que j'ai envie de dire, je vais prouver ce que je sais faire. Et ce n'est pas, je ne suis pas en train, entre guillemets, de me la raconter ou voilà. Je suis juste en train de montrer ce que je sais faire pour me créer plus d'opportunités. Il n'y a pas de mal à faire ça. Je reviens vraiment sur cette question du panafricanisme. Parce qu'en plus, la question s'est beaucoup posée sur cette première saison. J'ai trouvé ça intéressant. Panafricanisme, encore une fois, parce que le débrief n'est pas fait pour, j'allais dire, promouvoir ou présenter l'Afrique au reste du monde. J'ai envie de dire, le reste du monde n'est même pas dans ma cible, n'est pas dans ma réflexion. Pour moi, j'ai envie que cette émission soit un moment où l'Afrique se regarde elle-même, avec ce qu'elle a de bien, avec ce qu'elle a de moins bien, avec ses tares, avec ses qualités. Voilà, un vrai moment, j'allais dire, de réalisme. Voilà, on n'est pas dans l'angélisme, on n'est pas non plus dans le défaitisme total, mais il ne faut pas occulter les problèmes que l'on connaît. Et voilà, donc c'est vrai que pour moi, c'est pour ça que le contenu est panafricain. J'ai envie que quelqu'un qui est, j'en sais rien, au Gabon, effectivement s'intéresse, soit au courant de ce qui se passe au Zimbabwe, quelqu'un qui est en Afrique du Sud, soit conscient de certaines problématiques, par exemple, j'en sais rien moi, au Sénégal. Voilà, qu'on n'ait plus une espèce de réflexion régionaliste, parce que c'est ce que j'ai observé tout au long des autres projets panafricains sur lesquels j'ai pu travailler, c'est que les gens, en fait, se disent panafricains, mais en général, leur vision, c'est mon pays d'origine plus les 2-3 pays autour. Donc finalement, on est panafricain, mais en fait pas trop, ou alors je sais pas comment on dit ça, régionaliste africain, je sais pas trop comment le dire, mais on ne regarde pas au-delà de sa région, on ne regarde pas dans les zones où on ne parle pas la même langue, etc., etc. Ce que je trouve dommage. Et c'est pour ça que je suis très fière que dans cette première saison, on ait pu toucher la Namibie aussi bien que, j'en sais rien, moi, le Cameroun, et jusqu'à redescendre encore une fois au Zimbabwe en passant par Nairobi ou alors l'Éthiopie. Donc vraiment, on a sur l'Afrique subsaharienne, on n'a vraiment pas de limite. On a parlé de l'Angola alors que c'est une zone lusophone. Donc c'est vraiment un point très très important pour moi et pour toute l'équipe bien sûr sur la production du débrief. Ce que je donnerais comme conseil, en tout cas ce qui m'a aidé moi, c'est 2 choses, la curiosité et l'auto-évaluation. La curiosité, je pense que quand on est jeune, c'est un de nos meilleurs atouts. Et par curiosité, ça veut dire quoi? C'est vraiment ne pas avoir peur d'aller rechercher l'information
de confronter son esprit aux choses qu'on ne connaît pas, de s'obliger à apprendre des choses. Parce que encore plus dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il faut être polyvalent, c'est la base. C'est ça qui fait la différence quand vous avez deux personnes qui ont le même CV, mais qui très rapidement, en tout cas l'un des deux, montrera qu'il a des capacités à prendre des initiatives, etc. Ça joue énormément. Il faut vraiment être curieux, encore plus parce qu'on est dans une ère de l'information aujourd'hui où pour moi c'est inacceptable de ne pas savoir certaines choses. On ne peut pas tout savoir, mais il y a des choses quand même basiques qu'on est en obligation quasiment de savoir, surtout quand ça concerne son domaine professionnel ou ce qu'on aspire à faire dans quelques années. Donc vraiment, la formation permanente, ça passe par la curiosité. Ça, c'est clair. Il faut toujours aller regarder, même si c'est loin, même si on se dit ça va pas me servir tout de suite, on ne sait jamais. Ça, c'est la première chose. Et l'auto-évaluation, ça va de pair. Je pense qu'il faut, mais ça c'est une question faut travailler sur soi, à savoir s'évaluer correctement. Et quand je dis s'évaluer correctement, c'est de savoir comment se comparer positivement. Ne pas tomber dans une comparaison permanente, parce qu'en plus avec les réseaux, etc., où on a l'impression que tout le monde réussit sauf soi. Voilà, il faut avoir beaucoup de distance déjà avec ce qu'on voit sur Internet, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, savoir qu'on connaît pas toutes les circonstances des gens. Parce que la comparaison est humaine. Même si vous ne voulez pas, machinalement, votre cerveau va vous mettre en comparaison, c'est normal. Par contre, il faut vraiment avoir une relation saine avec soi-même pour pas tomber dans un piège où on a l'impression qu'on est tout le temps en retard sur les gens, tout le monde fait mieux que soi, etc. Parce que ça ne va pas du tout vous aider, ça va tuer votre estime de vous-même. Et en même temps, c'est pas parce que vous devez avoir de l'estime pour vous que vous devez vous mentir aussi sur vos lacunes. Parce que là, vous ne vous rendez pas service non plus. Donc moi, je suis vraiment pour être très honnête avec soi-même. Ça veut dire s'entourer aussi de personnes qui sont justes. Si vous-même vous avez des doutes sur votre capacité à vous évaluer, demandez à des gens qui sont extérieurs à vous, mais qui ont de la bienveillance. Donc, autant de bienveillance pour vous dire quand c'est bon et vous dire aussi quand ce n'est pas bon.